Nouvelle qui est tombée par la voix de notre collègue Félix Séguin dans les nouvelles de dernière heure, dans les bulletins de 18 heures hier. Il y a eu une brèche de sécurité majeure à la Banque Royale du Canada et quelques clients d'importance là, dont les données auraient été consultées. Dont le premier ministre Mark Carney. Et c'est un employé qui aurait consulté les informations financières de ses clients au profit d'un réseau criminel. Alors, l'individu recevait ses ordres sur un réseau social, le réseau social Telegram, et il aurait utilisé ses accès informatiques pour consulter les profils bancaires de clients de l'institution. La presse, ce matin, en ajoute un peu en termes d'informations, c'est-à-dire que Justin Trudeau aussi aurait été ciblé dans cette fraude-là. La GRC a ouvert une enquête criminelle qui porte sur des soupçons de fraude, de vol d'identité, d'utilisation illégale d'un ordinateur aussi. Et fait à noter, le jeune employé aurait affirmé en cours d'enquête policière qu'il ignorait la véritable identité de ses commanditaires, donc ceux avec qui il était en contact via le réseau Telegram. Combien de clients ont pu être victimes de vols de renseignements personnels à ce stade-ci? On ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des gros noms. Pour l'instant, aucune accusation n'a été déposée contre l'individu. On comprend que l'employé, une fois coincé, aurait tout déballé, tout avoué. C'est ce qu'on en comprend. Là. Tout avoué, c'est-à-dire dit qu'il connaît pas. S'il les connaissait, est-ce qu'il pourrait les dévoiler? Là? C'est ça aussi. Mais c'est gros, là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les renseignements personnels disent qu'est-ce qu'eux veulent faire avec ça, des personnalités publiques, des premiers ministres du Canada, puis il était, parce que ça se serait fait au printemps, donc à cette date-là, Mark Carney était devenu premier ministre. C'était récent, mais il était devenu premier ministre du Canada. C'est pour le moins inquiétant, certainement une enquête là, que la GRC va vouloir pousser jusqu'au bout. Oui, donc Donald Trump à l'ONU, il faut regarder le contenu. Il a dit beaucoup de choses. Il y a une partie où il a juste fait se vanter, ce qui est toujours un peu étonnant pour moi. Pourquoi tu vas te vanter devant les chefs de gouvernement des autres pays? Mais il y a quand même une partie avec une portée internationale réelle. Là. Mais connaissant le personnage, est-ce qu'on est réellement surpris, Marie? Mais il se vante à la manière, puis je niaise pas, là, d'un enfant de 5 ans. C'est-à-dire que... Non, mais... Si tu fais l'histoire politique là, des 9 dernières années, c'est simple, OK? Il y a 4 années, il l'a dit comme ça, là, les 4 années où il était son premier mandat, il était au pouvoir, paix et prospérité. Tout allait bien. Pas de nuance, là, tout allait bien. Oui. Absolument. Les 4 années suivantes, le chaos, la pauvreté, l'inflation, la misère, là, c'est terrible. Et depuis un an, depuis qu'il est revenu au pouvoir, puis un peu moins d'un an, là, prospérité est revenue. Instantanément. Tout va bien. Non, mais l'inflation finie instantanément. Mais tu dis, c'est une vision... je veux dire, tu comprends? Disneyienne? Oui. Tu sais, une vision, tout quand c'est pas moi, tout est noir. Quand moi, je suis là, tout est parfait, sans nuance. Et il a toujours raison, Mario. Il l'a dit. Oublie pas, il l'a dit. Ça doit être tout surtout, rapporté. il a raison toujours et surtout. Surtout. Et qu'il méritait un prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à cette guerre. Il a dit, tout le monde réalise que je mériterais un prix Nobel, mais moi, j'y tiens pas. Parce que moi, je fais ça parce qu'il dit qu'il a mis fin à 7 guerres. Là, Mario, Flore, tu m'expliques les 7 guerres. Là. Scoop. Oui. 11h30, chaque jour à LCN, 11h30. Oui. Je fais une espèce de présentation sur mon grand tableau. Le thème du jour, les 7 guerres. Bon. J'ai fait la recherche hier soir, ça m'a pris 1 heure. Puis, finalement... Les as-tu trouvé, les 7? Oui. Ah. Mais je t'en donne une. La guerre entre le Cambodge et la Thaïlande. OK. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu l'as suivi de près? Est-ce que tu es au courant que... Pas de près, je dirais. Est-ce qu'il y a eu une guerre entre le Cambodge et la Thaïlande? Est-ce qu'on remonte à des guerres... En gros, là, ces 2 gars se sont criés par la tête. Là. OK. 2 gars se sont criés par la tête. Un touriste américain est passé là, puis a dit « Calmez-vous ». Puis là, ça, c'est Trump qui a mis fin. Ça compte pour une. OK. Non, mais je caricature, mais à peine. Là, tu comprends? C'est des conflits régionaux, des affaires où les Américains auraient joué un rôle pour aider qu'une signature d'une convention. C'est pas des guerres. Dans certains cas, c'est des guerres qui sont finies depuis 20 ans, 25 ans, mais où il y a encore des tensions, appelons ça comme ça, des tensions à la frontière. Mais mettons la guerre là, entre le Hamas puis Israël, puis l'Ukraine puis la Russie. L'histoire des 7 guerres auxquelles il aurait mis fin, là, c'est une grosse parodie camouflant le fait qu'il y a 2 vraies guerres, puis celle-là, il avait promis d'y mettre fin, puis il n'y a pas mis fin. Fait qu'il a trouvé un discours au sujet de 7 guerres. D'ailleurs, il dit qu'il a mis fin à ces 7 guerres-là. Et une de ses déceptions, c'est que personne de l'ONU l'a appelé
pour le remercier ou le féliciter. C'est vraiment cheap. Moi, je trouve ça vraiment cheap. C'est l'un des plus grands scénaristes, d'ailleurs, de 2025. Pas d'appel, pas de télésouffleur, pas d'escalier roulant, ça va vraiment pas bien. L'ONU a plus de raison d'être. Et c'est un peu pour ça qu'il a remis aussi en doute l'identité même et l'utilité même de l'ONU, a dénoncé que les pays d'Europe continuaient d'acheter du pétrole russe. En fait, il n'a pas dit... Il n'y a pas tort là-dessus. Ça, il n'y a pas tort là-dessus, effectivement. A remis en doute aussi le changement climatique, parlait d'arnaque. Et il a abordé toute la reconnaissance de l'État palestinien. Là. Ça a été le cas dans les derniers jours par la France, le Canada, le Royaume-Uni notamment. Et selon Trump, ça récompense les atrocités du Hamas. Je vous mentionne aussi que Trump, parce qu'il a rencontré aussi là, le président ukrainien Volodymyr Zelensky hier, il m'a donné période de questions et il a dit que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes là, qui violent leur espace aérien. On a vu ça dans les derniers jours. Un petit mot encore là, sur ce qui se passe à New York. Mark Carney, aujourd'hui, va participer au premier sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente. Il va prononcer un discours et il sera de retour cet après-midi à la Chambre des communes pour la période de questions. Et parlant de New York, c'est la dernière mission à New York pour la mairesse Valérie Plante, qui va être dans le cadre de la Climate Week New York City et la 80e Assemblée générale des Nations unies. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de dépaysés à New York parce qu'il y a autant de trafic qu'à Montréal avec le cortège de Donald Trump. Oui. Je ne sais pas s'il y a autant de travaux, par exemple. Il y en a quand même des travaux. Je suis pas sûr qu'elle a son cellulaire, par exemple, à M. Trump pour l'appeler directement comme Macron. Bon, c'est une journée de grève parce qu'il y a alternance aujourd'hui. C'est mercredi, journée de grève à la STM. Deuxième journée de grève des employés d'entretien de la STM. Donc, je vous rappelle, là, si ce matin, vous devez prendre le transport en commun, pour ce qui est donc puisque des autobus et en ce qui concerne le métro, c'est pas les mêmes heures. Pour le métro, donc de 6h30 à 9h30, heure de pointe du matin. En fait, après ça, interruption et ça reprend à 14h45 jusqu'à 17h45 pour le retour à la maison et interruption par la suite et ça reprend de 23h à la fermeture pour les autobus de 6h15 à 9h15, de 15h à 18h et de 23h15 à 1h15. Je vous rappelle que la STM offre 11 % sur 5 ans aux employés d'entretien. Le syndicat réclame 25 % alors qu'ils ont un salaire moyen de 80 000 $. Les négociations qui sont dans une impasse. On pensait qu'on avait un portrait complet là, de la mairie de Montréal, mais les gens ont jusqu'au 4 octobre pour déposer leur candidature. Ils pourraient s'en ajouter une. Ben oui. Est-ce que c'est le candidat mystère dont Benoît nous parle depuis quelques jours? J'ai l'impression, parce que Benoît l'aime bien, le connaît bien, l'aime bien. L'homme d'affaires Lino Zambito, témoin clé de la commission Charbonneau, qui songe sérieusement à se lancer dans la course à la mairie de Montréal. TVA Nouvelle parlait d'une annonce à venir potentiellement dans les prochains jours. Il réside dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Il voudrait s'attaquer aux enjeux comme l'itinérance et le logement notamment. On se souviendra qu'en septembre 2012, l'homme d'affaires avait été le premier à révéler l'existence d'un système de partage de contrats à Montréal, le versement de ristournes à la mafia et la présence d'un système de corruption à Laval. En 2015, il avait plaidé coupable à 6 chefs d'accusation de fraude, de complot et de corruption. Alors, ça fera assurément réagir cette potentielle candidature-là. D'abord, réglons une chose. À son avantage, unanimement, t'entends dire que la campagne est plate, là. Ah oui, c'est beige. Ça rajoute du piquanté, là. Oui, c'est ça. Une chance qu'on a la campagne à Québec. Une chance. Oui, effectivement. Je pense qu'à Montréal, c'est plus excitant vraiment que la campagne à Québec. On la regarde parce que c'est des gaffes de l'équipe de Sam Hamad qui font sourire, mais est-ce que la campagne va rester serrée dans ce contexte-là? C'est à voir. Le cas de Lino Zambito, évidemment, c'est que là... Est-ce que tu peux, dans une grande ville comme Montréal, te présenter si tard, là? T'sais, normalement, on dit à Montréal, il faut que tu t'avances, c'est pas là, 6 mois. Bon, là, je devine qu'il n'y aura pas d'équipe, qu'il ne va pas présenter des conseillers comme les autres présentent des conseillers dans les districts. Lui, il ne présentera pas de conseillers dans tous les districts. Il va dire, moi, je me présente à la mairie, puis je vais travailler avec les conseillers qui seront élus. Là. C'est une position qui se défend. Mais ça reste une candidature vraiment, vraiment, vraiment tardive. T'sais, dans une ville comme Montréal, là, monter une organisation, c'est pas un village. Dans un village, des fois, les gens se présentent à la dernière minute quand il y a 1200 électeurs, ou 1000 électeurs, ou 800 électeurs. Mais à Montréal, mais avec les réseaux sociaux, l'opinion publique bouge beaucoup plus vite qu'avant. Est-ce que ça pourrait... Est-ce que ce qui pourrait l'aider, c'est le fait que les autres candidats sont pas très connus? C'est une bonne question. Il est probablement plus connu que les autres. Il est probablement plus connu à la fin que Luc Rabouin et Soraya... Oui.
Parce que, tu sais, nous, on le connaît parce qu'on couvre l'actualité, mais je suis pas certaine que c'est tout le monde qui le connaît. Enfin, à suivre, on va voir de quelle façon il va. Mais là, à mon avis, ces jours-ci, là, il peut plus retarder. Si vraiment il a l'intention de poser une candidature, parce que juste, je donne un exemple niaiseux, les affiches des autres sont là, sont sur les poteaux présentement. Lui, s'il se présente, ça veut dire que là, le jour où il se présente, là, il faut qu'il fasse remplir son bulletin. Tout ça, il se trouve un agent officiel, il recueille des dons. Tant que t'as pas cet argent-là, tu peux pas mettre d'appel. Je dis les affiches, mais ça pourrait être de la publicité ou de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais toute dépense électorale, Fait que là, tu pars du point où t'as même pas encore ton agent officiel pour commencer à récolter des fonds. Franchir toutes les étapes pour faire de la publicité d'ici les premiers jours de novembre. On va te dire une chose, c'est un sprint. T'es à quelques journées près. 5e journée du témoignage de Carl Malenfant hier. C'était plus calme, hein? Oui, ça a été beaucoup plus calme. Là. Il n'y a pas eu de flémèche entre l'avocat de M. Malenfant, le commissaire Galland. Essentiellement, là, ce qui est ressorti, c'est que c'était pas son rôle d'informer les ministres François Bonnardel et Éric Kerr des dépassements de coûts du projet CASA. D'ailleurs, parlant de ce projet-là, Radio-Canada nous apprend ce matin que la SAAQ ne terminera pas le fameux projet CASA, c'est-à-dire qu'il y a 2 volets sur 4 qui seront abandonnés. On abandonne la modernisation de la facturation. On abandonne la gestion des invalidités aussi. Mais la facture reste la même, Mario. Alors, on aura payé une petite fortune pour un projet, finalement, qui aura été incomplet. Incomplet, oui. Hier, je ne sais pas ce que la commission va retenir, parce que c'est quand même, il dit, moi, j'étais du côté technique. Là. C'était pas mon rôle d'informer des dépassements de coûts. Ce qui a l'air vrai à première vue, tu dis c'est vrai que c'est ses boss ou ces gens de la comptabilité ou c'est le PDG, là, lui, il est le côté technique. D'autre côté, c'est que les dépassements de coûts prenaient pas nécessairement la forme de dépassement de coûts. Ils prenaient la forme, comment je dirais ça, d'heures de travail. C'est comme si tu dépensais en 2022 des heures de travail qui étaient prévues au budget de 2024. Tu comprends? Des affaires qui étaient prévues pour la prochaine phase ou pour plus tard, tu disais, ben là, on est en retard, fait qu'il faut utiliser. Donc ça, c'est lui qui le savait, là. C'est lui qui savait qu'il était en train de gruger sur les budgets futurs, donc c'est une forme de dépassement de coût, parce que quand tu vas arriver l'année prochaine, l'année d'après, il va manquer d'argent. Et ça, c'est lui qui le voyait. La démission du président du Collège des médecins qui est réclamée par un groupe de médecins. C'est un groupe d'une centaine de médecins qui critiquent le président du Collège des médecins après la publication d'une lettre là, qui exigeait la fin des moyens de pression. Donc, 87 médecins qui ont envoyé une demande officielle d'assemblée générale extraordinaire au Collège. Nos collègues du journal ont obtenu la copie de ça. Et ils veulent obtenir un blâme envers le président, le Dr Maurice Gaudreault, d'ici le 7 octobre prochain. Depuis cette démarche-là, il y a d'autres médecins qui ont ajouté leur voix au groupe. Le document dépasse maintenant les 110 signatures. Et ça fait suite à cette infolettre envoyée vendredi dernier dans laquelle le Dr Maurice Gaudreault écrivait « Notre profession est régie par un code de déontologie qui interdit toute forme de moyen de pression dans le cadre d'une action individuelle ou concertée. » Et par rapport à ça, d'ailleurs, hier, autre développement important, les médecins de famille étaient réunis en assemblée virtuelle et ils ont voté à 91% aussi certains moyens de pression comme la suspension de l'enseignement auprès des étudiants en médecine à partir du 1er octobre prochain. Donc, on veut emboîter le pas aux médecins spécialistes. D'ailleurs, rapidement, il y a eu dénonciation du cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a dénoncé cette nouvelle escalade de moyens de pression. Sur la demande de destitution du président du Collège des médecins, là, j'ai un énorme malaise parce que, bon, les médecins décident d'entreprendre des moyens de pression. Lui, il dit, au niveau déontologique, moi, j'ai un malaise avec ça, mais lui, son rôle n'est pas syndical. Son rôle, c'est la protection du public. Puis je sais, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est la chambre des notaires, puis le barreau pour les avocats, puis tous les ordres, l'ordre des psychologues ou l'ordre de n'importe quoi, là. Les gens vont dire, des fois, là, tu sais, ils défendent, dans le fond, la profession. Ça se peut que vous ayez cette perception-là. Ça se peut que certains n'aient pas bien fait leur travail et que vous ayez une perception justifiée, peu importe, mais je veux dire, dans notre système, là, la loi est formelle. Ces gens-là ne doivent pas... Ils doivent défendre la profession dans le sens du professionnalisme du travail, de l'éthique, des normes de pratique de la profession.
mais au nom de la défense du public. Là. On dit que ce sont des avocats, les notaires, les médecins, ce sont des professionnels qui doivent au public un certain niveau de qualité de service et ils ont un ordre professionnel qui surveille ça. Alors là, c'est comme si on va le blâmer en disant ben là, t'as nuit à nos moyens de pression, mais c'est pas une je vois pas, c'est comme si on veut le destituer pour quelque chose qui n'est pas il n'a pas manqué à son devoir, ce n'est pas son devoir d'aider vos moyens de pression. Et même si il s'était trompé en défendant le public, là, on pourrait dire écoute, tu t'es trompé, on conteste ta décision. Ça, je l'accepte. On pense que c'est pas la bonne décision. Mais ta destitution, t'es à un autre niveau. C'est que là, tu mets une pression, tu lui mets un couteau sur la gorge en disant « Hey, tout c'est bien beau défendre le public, là, mais faut pas que tu nuises à nos moyens de pression, faut pas que tu nuises... » Et ça, moi, je suis très, très mal à l'aise avec cette démarche-là. Jimmy Kimmel de retour? Oh, pas, c'était attendu ça après une semaine de suspension pour avoir mentionné que le meurtre de Charlie Kirk était repris de façon politique par les démocrates. Il a été suspendu au départ, on disait, pour une période indéterminée. Ça laissait croire qu'il serait jamais de retour ou presque. Mais là, finalement, une semaine après, son mot d'ouverture hier était très attendu. De retour sur ABC, mais pas tout le monde qui avait accès parce que certaines chaînes locales qui ont refusé de diffuser cette émission-là. Après 1 minute, j'ai calculé d'applaudissements et il a pu prononcer ses premiers mots. If you're just joining us, we are preempting your regularly scheduled encore episode of Celebrity Family Feud to bring you this special report. I'm happy to be here tonight with you. Encore des applaudissements. Au fait, son discours a été parsemé comme ça d'applaudissements. Ce qu'il dit grosso modo, c'est que ce qui importe, c'est pas tant cette émission-là, mais c'est qu'il vit dans un pays qui permet d'avoir ce genre d'émission-là. Un gouvernement qui menace de faire taire un comédien que le président n'aime pas est anti-américain. Grosso modo, c'est ce qu'il a raconté. Il n'a pas ménagé Trump, là. Non. Il s'est pas excusé non plus parce qu'on disait que pour qu'il soit de retour, il fallait qu'il s'excuse. Ça n'a pas été fait. Il n'a pas ménagé Trump, mais Trump a réagi fortement avant même la présentation de l'émission. Ce qu'il disait sur Truth Social, c'est que diffuser 99% des conneries positives pour les démocrates. Il souhaite également menacer le réseau ABC. De poursuite encore. Poursuite, parce qu'il dit, la dernière fois que je les ai poursuivis, ils m'ont donné 16 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être cette fois-ci? Parce que je me demande avec cette histoire-là, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau puis on n'en parle plus dans 2 semaines? Est-ce que ça crée réellement une brèche pour la liberté d'expression? C'est quoi la suite des choses? À mon avis, au contraire. Là, c'est rassurant pour la liberté d'expression. Après ça... Je pense qu'il y a eu, lui, des codes d'écoute exceptionnels hier, là, puis il y a peut-être une opportunité de maintenir mais il y a un danger de retomber que dans 2 semaines, effectivement, on soit revenu au même point, puis peut-être qu'il va être retiré des ondes. Parce que toutes ces émissions-là, à mon avis, sont en danger parce qu'ils n'ont pas l'écoute qu'elles avaient il y a quelques années. Est-ce que les codes d'écoute sont si bonnes comme c'est pas toutes les villes qui le diffusaient? C'est pas toutes les chaînes effectivement. Dans les temps, en plus, si c'était pas partout sur le territoire, c'était encore, ça va peut-être plus difficile, mais à mon avis, il y avait un intérêt hier, il va y avoir des codes d'écoute exceptionnels. Oui, juste un petit ajout aussi pour dire qu'il est devenu très, très ému, à un moment donné, lorsqu'il s'est adressé à la famille de Charlie Kirk en disant « Mon intention, c'était pas du tout de me moquer de la mort de Charlie Kirk là, ou de ce que vous vivez. » Là, il est devenu vraiment très ému à ce moment-là. Oui, effectivement. Maman Jacky, qui avait fait le chemin de l'Ontario pour venir au Centre Bell hier soir, Charles-Antoine. Vous vous souvenez, on parlait d'Arbor Jacky lors de son arrivée à Montréal il y a 2 ans, qui travaillait au Costco. Sa maman travaille également au Costco. Elle a pris congé à Hamilton. 6 heures de route pour venir surprendre ces 2 garçons qui jouaient leur premier match de la LNH ensemble. Rencontre préparatoire, certes, mais c'était la première fois que les 2 portaient les couleurs du Canadien au même moment. Et les 2 ont ouvert leur compteur du tour du chapeau de Gordie Howe. Un but, une bataille, une mention d'aide. Ils n'ont pas réussi l'exploit, mais les 2 ont Parce qu'ils n'ont pas de mention d'aide. Parce qu'ils n'ont pas de mention d'aide. Il y a un but et une bataille. Un but et une bataille. C'est un bel effort. Simona Jacky. Puis c'est une belle histoire d'immigration. Hein. Les 2 parents se sont rencontrés à Hamilton. Elle a immigré pour des raisons politiques de la République tchèque. Son père de l'Albanie se sont rencontrés à Hamilton. Donc quand tu vois leurs 2 garçons bûcher, travailler, avoir une résilience, tu comprends que l'histoire familiale a mis la table pour quelque chose de beau. Florian, hier, a été excellent. Je vous rappelle, Arbor Jacky, j'ai l'impression qu'il va faire partie du top 6. Il a toutes les répétitions aux côtés d'Alexandre Carrier. Donc, j'ai l'impression que Jacky va faire son retour dans l'alignement après une saison peut-être houleuse. Mais Florian se bat avec 4 ou 5 autres joueurs pour un poste. Hier, on a fait allusion à Owen Beck qui a bien fait. T'as comme Joshua Roy, Owen Beck, Florian Jacky, Joe Veleno, le Québécois, et Samuel Blais. Il y a un seul vrai poste disponible en ce moment chez le Canadien et ça se rend de ces joueurs. Mais je pense que ces joueurs-là ont aussi à l'esprit
oui, on veut le poste, mais on veut aussi laisser une forte impression. Dans une saison de 82 matchs, il y a des blessés. Puis, tu sais, quand l'état-major du Canadien, Saint-Louis, se réunissent, bon, on rappelle qui. Mais veut pas, dernier souvenir que t'entends. Oui, t'as le jeu qu'il offre à Laval, tu sais, quotidiennement, ce qu'il offre pour le Rocket à Laval, mais je pense que t'as à l'esprit ce que t'as vu au camp d'entraînement. Le Saint-Louis va les avoir coachés, va avoir vu l'attitude. Fait que... T'as tout à fait raison, et on blaguait avec le tour du chapeau de Gordie Howe, mais dans ce cas-là, dans le cas d'un rappel potentiel, avoir démontré une polyvalence devient très, très payant. Puisque ce que t'es rappelé pour jouer sur le 2e, 3e, 4e trio, Jacky, on pense à son frère. Il a quand même un certain talent. Il a marqué 25 buts avec le Rocket Florian l'an passé, en plus de 175 minutes de pénalité. Et le rendu là, il faudra voir les contrats. Contrat 1 volet, contrat 2 volets. Joe Veleno, lui, ne peut être envoyé chez le Rocket, alors que Owen Beck et Florian Jacky peuvent, sans être libérés, être envoyés dans la filiale. Parce qu'il y en a, faut que tu mettes au balotage. Exactement. Donc, d'autres, tu peux les envoyer à Laval et t'es à un ticket de métro de les ramener quand t'en auras besoin. Effectivement. Hey, merci Charles-Antoine. À plus tard.